Je me trouve dans une station spatiale qui gravite autour d'une immense planète gazeuse. Ses passagers étant pour la plupart hostiles, je suis constamment sur mes aguets et tente de passer inaperçu. Depuis mon arrivée à bord, j'ai eu le malheur de croiser des mercenaires armés jusqu'aux dents, ainsi que des androïdes reprogrammés pour tuer. Il y a cependant bien pire en ces lieux. Une créature démoniaque susceptible de se terrer dans le moindre recrin pour guetter sa prochaine proie. Ce monstre, je le connais. J'ai d'abord fait sa rencontre au grand écran dans Alien, un film réalisé en 1979 par Ridley Scott. Par la suite, je l'ai retrouvé dans plusieurs longs métrages, dont le très bon Alien contre Predator, mais je préfère le 2, des bandes dessinées, ainsi que quelques jeux vidéo. Selon Karen Leto, this makes the Alien part of the transmedia phenomenon by which industry and fans expand the storytelling experience. Un désir de vivre des émotions associées à la bête m'a donc mené vers sa récente incarnation vidéoludique. Cependant, suivre l'Alien d'une plateforme à une autre n'est pas dénué de conséquences. Ce passage implique que mon regard s'adapte à un nouveau média et le cinéphile doit donc devenir joueur. Développé en 2014 par le studio britannique The Creative Assembly, Alien Isolation a été édité par Sega sur plusieurs consoles. Au fil de cette présentation, je vais me référer à la version, celle sur PlayStation 3, tout simplement parce que c'est celle à laquelle j'ai joué. Son intrigue s'avère simple. Une scientifique du nom d'Amanda Ripley, qui est la fille du personnage interprété par Sigourney Weaver dans la série de films, est envoyée en mission sur le vaisseau-ville Sébastopol. Elle y découvre la présence d'un redoutable xénomorphe et se voit rapidement pourchassée par celui-ci. Le but du jeu consiste à éviter à tout prix cet adversaire de taille, tout en trouvant un moyen pour quitter la base. En focalisant sur la fragilité de l'avatar et en privilégiant la fuite au combat, les concepteurs ont créé une expérience interactive de la terreur qui évoque le premier épisode de la série de films. Ce souvenir du cinéma me permettra d'approcher Alien Isolation sous l'angle de la cinéphilie, par un retour sur une expérience que je qualifierais de ludophile. Et là, j'avais un extrait. Pour ceux qui ont joué le jeu, grosso modo, ça reprend le first person, mais contrairement à un jeu comme Doom, l'emploi des armes est complètement inutile, puisque plus l'on fait de bruit, plus on attire la créature, et la créature s'avère intuable. La seule façon de la faire fuir, c'est éventuellement en mettant la main sur un lance-flamme, mais évidemment, on a très très peu de carburant, donc on fait fuir la bébête une fois, faut aller se cacher dans un coin, parce qu'elle va revenir exactement sur ses pas. Et quand elle nous tombe dessus, le jeu se termine. Mais par contre, c'est justement durant cette chasse dans ce jeu de chat et de la souris que je renoue avec le climat d'épouvante qui a tant marqué l'esprit des spectateurs du film de Ridley Scott, puisque Alien Isolation va réussir, par l'interaction du jeu vidéo, à personnifier le cauchemar d'Amanda. Lorsque je prends son contrôle, je plonge dans un suspense d'une rare efficacité et retiens mon souffle chaque fois que je pénètre vers une nouvelle salle. Mais c'est alors qu'un phénomène inattendu se produit. Un élément va captiver mon attention et provoquer en moi une jouissance au sens entendu par Roland Barthes, dans la mesure où il va le mettre en crise mon rapport au jeu. Et cet élément, c'est celui-ci. Au fil de ma poursuite, j'aboutis dans une pièce qui mène à l'entrée principale des laboratoires Gemini, de la station Sébastopol. La porte qui vient tout juste de se refermer derrière moi me met hors de danger de l'Alien. Il m'est possible de poursuivre ma mission en me dirigeant directement vers une nouvelle zone à explorer. Or, la présence d'une femme assise devant une fenêtre gigantesque me fait décider autrement. Contrairement à d'autres résidents de la base, elle ne réagit pas avec violence lorsqu'elle m'aperçoit. Elle ne me menace pas avec une arme, gardant plutôt sa position initiale. Il m'est possible de lui adresser la parole en dirigeant mon curseur vers elle. À défaut d'engager une véritable conversation, cet employé se résumera à quelques phrases. « No one will come to save us, you know. We're all going to die. » Des phrases qu'elle répétera à l'infini si je continue de cliquer en sa direction. Le jeu ne me permet pas de m'asseoir auprès d'elle, mais je peux m'en approcher, en me situant derrière elle, par exemple. J'observe ainsi ce qu'elle contemple en silence, soit un immense soleil brillant dans le noir de l'espace. Il s'agit ici de l'un des rares moments de quiétude dans Alien Isolation. Aucune musique extra-digétique ne vient dramatiser cette rencontre ou m'avertir de l'arrivée imminente de la créature. Elle se limite à accompagner le son de mes pas. D'autres options que l'échange que j'ai évoqué s'offrent à moi. En tant que joueur modèle, évidemment, je dois laisser cette femme-là à elle-même en allant vers les
exécutoire afin d'exécuter les directives de ma mission. Je peux également l'abattre froidement, ce qui mettra immédiatement fin à ma partie puisque le jeu m'interdit de tuer d'innocents civils, qui sont peu nombreux dans Alien Isolation, il faut l'admettre. Il m'est enfin possible d'utiliser un objet dans mon inventaire afin de faire du bruit, mais comme j'ai mentionné plus tôt, si je fais ça, la femme, elle, ne réagit pas au saccage, qui va cependant alerter les lions, et ce dernier va se ruer dans la salle, se jeter sur moi, m'éliminer sur le champ, et la femme, elle en a pas l'air de ça, mais elle court très 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 vite puisqu'elle va en profiter pour prendre la fuite. Je décide d'aller contre ce que le jeu me dicte de faire en limitant mes mouvements et en étirant ce mouvement qui m'apparaît empreint d'une profonde mélancolie. Ce qui est intéressant, c'est qu'en parcourant les forums de discussion consacrés à Alien Isolation, je constate que je ne suis pas le seul à avoir été troublé par l'apparition de cette dame. Sur GameFAQs, le dénommé Lord Greyjoy demande aux autres usagers si sa présence ne serait pas indicatrice d'une quête secondaire dissimulée par les concepteurs. Il se fait répondre par la négative. L'individu ne serait qu'un random survivor, alien bait, une proie alien. À son insu, l'interrogation de Lord Greyjoy est exemplaire de la fatalité que le sens, toujours selon Barthes, a pour l'homme. Tout a un sens, même le non-sens, qui a au moins le sens second d'être un non-sens. L'inclusion de cette femme ne peut être anodine, elle renvoie forcément à quelque chose. Cette convention s'avère d'autant plus vraie dans un jeu vidéo, dans la mesure où il s'agit d'un médium qui, contrairement au cinéma, ne laisse pas de place au hasard. Il ne peut y avoir, par exemple, d'individus se glissant dans le cadre dont l'intrusion clandestine ne serait perceptible qu'une fois le jeu mis en vente. D'où cet intérêt qu'ont certains amateurs à décortiquer le moindre élément qui, pour paraphraser Derrida, semble pointer vers un secret et qui tire de leur spéculation des théories paranoïaques que les initiés vont appeler des fan theories. Nous pourrions déduire que le rôle de cette passagère apeurée se limite simplement à alimenter le sentiment de désespoir qui plane tout au long du jeu. Mais n'en demeure pas moins que mon contact avec elle s'avère si puissant qu'il a fait basculer mon appréciation de l'œuvre vers une expérience inédite, une expérience proche de celle de la cinéphilie. Mais, penser cinéphiliquement le jeu vidéo, est-ce que c'est une possibilité? Dans son essai La main gauche de Jean-Pierre Léaud, André Abim semble concevoir lorsqu'il réfléchit sur la peur associée au premier souvenir de long métrage. Et là, c'est moi qui souligne. Il nous dit « Ces images premières ont déjà mêlé au même rang avec des souvenirs d'émissions télé, pour certains des jeux vidéo, tout un magma d'images cathodiques, bégayantes, qui décloisonnent en même temps, sans que nous le sachions, le règne hégénomique du cinéma, éparpillé dans l'arène de l'audiovisuel. » Cette liste proposée par l'auteur laisse présager que chaque lecture d'un objet audiovisuel a le potentiel d'être appréhendée par le regard cinéphile, ou inversement, que cette perspective s'adapte naturellement à tout type d'image. Si la mémoire ne différencie pas les images, je peux donc supposer que l'esprit a toujours tendance à les uniformiser. Combien de fois on dit ça? C'était comme dans un film. Et donc, photographie, toile, voire même concert ou simple promenade en campagne ne peuvent échapper à la posture de l'amoureux du cinéma. C'est du moins ce qu'Habib avance dans la conclusion de ses Vacances du cinéphile, un article plus ancien. Il nous dit « Le vrai cinéma du cinéphile en vacances serait alors peut-être celui qui se passe entièrement de films, c'est celui qu'il retrouve à même la trame de la réalité et qui est au fond de ce qui donne à l'expérience du cinéma tout son miel. Donc pourquoi dépenser 15$? On peut tout simplement aller dehors. » En tentant de déceler du cinéma en dehors de la salle de la projection, il m'est parfaitement envisageable de transformer Alien Isolation en film. Et peut-être même que je le fais déjà, à cause évidemment de ma formation académique, ou parce que ce jeu vidéo se revendique explicitement du 7e art. Toutefois, force est d'admettre que ma fascination envers cette femme, fixant le vide, découle d'une fétichisation propre de celle qu'Habib projette sur la main gauche de l'acteur Jean-Pierre Léaud. Comme lui, elle m'obsède, au point de disparaître, et me pousse à y revenir dans mes souvenirs, grâce à un let's play trouvé sur YouTube, ou par un point de sauvegarde enregistré sur le disque dur de ma console. C'était parfait comme moment, la disparition. La tentation de conclure que l'expérience que je décris est donc effectivement cinéphilique s'avère grande. Mais encore faut-il mettre cette idée à l'épreuve en focalisant sur les spécificités du jeu vidéo. L'amour pour un détail aperçu lors d'un visionnement, une main, le vent dans les arbres, des choses capturées par la caméra, a été théorisé par Christian Keatley dans son ouvrage Cinephilia and History. Il qualifie ce phénomène de réception de moment cinéphilique et le décrit comme « the sudden eruption of the real or the indexical
in a text dominated by iconic and symbolic properties. L'un des exemples employés pour illustrer sa définition se trouve dans The Searchers de John Ford et implique les mouvements particuliers du comédien Jeffrey Hunter lors du climax. Il est obsédé par ses bas. Quand il lève les jambes, on peut apercevoir ses bas et ça rend Keith Lee complètement fou. Donc, une comparaison entre le moment cinéphilique et ce qui m'a tant troublé dans Alien Isolation me permettra maintenant de théoriser, du moins je tentais, ce que je qualifierais d'événement ludophilique. Si les similarités entre cinéma et jeux vidéo s'imposent par elles-mêmes, elles s'avèrent au final peu nombreuses. En premier lieu, l'événement ludophilique et le moment cinéphilique découlent d'un rapport intime que le spectateur et le joueur maintiennent avec une œuvre. Conséquemment, ils n'appartiennent qu'à eux, puisqu'un autre individu n'y retrouverait pas forcément le même attrait. Il y a des gens qui vont me dire, Simon, ta femme à la fenêtre, on s'en tape là. Continue de jouer. De plus, ils ne dépendent pas des intentions du créateur, se rapprochant ainsi du punctum barthésien. Il ne s'agit donc pas en jeu vidéo de ce que les amateurs qualifient d'Easter egg, soit un élément caché par les concepteurs dans l'espoir qu'il soit éventuellement découvert par un joueur. Au contraire, il représente ces points ayant échappé au contrôle de l'artiste que le lecteur se réapproprie. Au cinéma, il s'agit de ce surgissement du réel au cœur d'un film que je ne retrouve pas en jeu vidéo. Un ciel traversé par des nuages en Red Dead Redemption, dont j'avais des images, n'a pas à mes yeux le même sens qu'un plan similaire dans My Darling Clementine de John Ford, puisqu'il ne possède pas de valeur documentaire. Ils s'en viennent là. Il n'est pas l'objet d'une coïncidence survenue lors d'un tournage, mais le résultat d'un travail complètement maîtrisé. Dans Alien Isolation, je peux certes m'extasier devant la beauté graphique de l'espace, j'y reconnais néanmoins une image de synthèse entièrement créée en studio. À cet égard, il me semble que ce qui se rapprochait le plus du moment cinéphilique décrit par Keith Lee dans le jeu vidéo serait le glitch, dans la mesure où il témoigne d'une perte de contrôle du système en exposant explicitement ses défaillances. Et bon, Red Dead Redemption, dont je sais que les nuages ont été créés, et My Darling Clementine, dont je sais que John Ford n'a pas pu les mettre en scène, évidemment. Et la beauté d'Alien Isolation, jeu magnifique. Donc, le glitch. Cependant, le culte du glitch sur Internet m'indique que sa réception s'avère plus près d'une perspective nanarophilique, donc une perspective que Boris aime bien, puisqu'à la manière d'effets spéciaux ratés dans une série Z, le glitch déclenche la colère ou le rire moqueur plutôt que l'admiration. Mais si on revient ici sur la notion d'intention, on aurait évidemment tort d'affirmer que les concepteurs d'Alien Isolation n'avaient pas prévu l'apparition de la femme à la fenêtre. Par contre, outre quelques minimes interactions, ils n'ont pas pu anticiper ma réaction à elle. Rien dans le jeu ne me suggère de demeurer auprès de ce personnage pour la durée de mon choix. Cette possibilité serait, selon le théoricien Alexander R. Galloway, l'une des propriétés inhérentes du jeu vidéo. One can observe that in gamic vision, time and space are mutable within the digestis, ça c'est compliqué avec l'accent, in ways unavailable before. Games have the luxury of being able to exist outside real optical time. But more than that, they can also transpire in moments of suspended time. Donc, afin de dilater jusqu'à son paroxysme une expérience inattendue, je suspends volontairement le temps imposé par le jeu, au sens de game, pour une temporalité nouvelle, au sens de play. Alors que le moment cinéphilique, de par sa brièveté, s'éclipse soudainement de l'écran pour ne laisser qu'une trace dans ma mémoire, ce que je me réapproprie dans Alien Isolation perdure jusqu'à ce que la jouissance que j'en tire s'essouffle. C'est dans ce rapport à une durée construite par le joueur qu'émerge l'événement ludophilique. Mais avant de poursuivre, je vais me permettre ici de suspendre ma réflexion afin d'interroger mon obsession envers cette dame. Celle-ci dépend de divers facteurs liés à une jouabilité modèle du jeu. Donc, avec son rythme effréné, on court constamment dans Alien Isolation. Le jeu nous garde en haleine et favorise des déplacements rapides et sournois. Donc, face à des adversaires indestructibles, que ce soit les lions, les robots ou tout le tralala qui veut nous tuer, un joueur privilégiant la lenteur ne pourra sortir victorieux de sa partie. Il n'est donc pas anodin qu'un moment de répit ait attiré mon attention. Inversement, la survie dans Alien Isolation dépend à maintes occasions de l'attente. Chaque fois que le xénomorphe s'avère trop près, il est nécessaire de demeurer caché sous une table ou dans un garde-robe jusqu'à ce qu'il s'éloigne enfin, ce qui peut être parfois très très long. Un parallèle va donc se créer entre mon avatar et ce personnage qui commet le même geste. Ce lien que j'établis avec elle crée la forte impression de partager avec autrui la peur qui m'habite depuis mon arrivée à bord de la station spatiale. Son attente silencieuse face à un astre qui, de par sa taille, souligne sa fragilité, mais également l'emphase sur l'imminence de sa fatalité.
en me tenant immobile auprès d'elle ou en avançant sans but dans la pièce, je peux tourner en rond, j'en viens à retarder l'inévitable moment de sa mort et par extension de celle d'Amanda Ripley, mon personnage. Cette pause au cœur de l'intrigue que je m'accorde me plonge dans un profond désarroi que la frénésie d'Alien Isolation m'interdisait de ressentir. Mais cependant, il s'agit de mon événement ludophilique. Le vôtre est forcément différent, d'où son premier critère qui consiste à provenir d'une expérience subjective investissant les sensibilités du joueur. Cette dernière ne sera pas recherchée dès le début de la partie. Elle aurait plutôt tendance à surgir du jeu sans préalable, correspondant ainsi à cette imprévision de la jouissance que signale Barthes dans Le plaisir du texte. L'événement du ludophilique marquerait l'esprit à un point tel que le joueur en viendrait à approcher le jeu différemment, voire même à le détourner de sa ligne directrice. Il s'agirait de ce que Dominique Arsenault qualifie de pratique déviante, à savoir, ces joueurs utilisent le jeu pour faire quelque chose, mais ils jouent pas à proprement parler. Il serait plus juste d'affirmer qu'ils s'amusent avec le jeu ou à l'intérieur du jeu. La notion d'amusement doit ici être nuancée puisque si une forme de plaisir est certes générée par l'événement ludophilique, celle-ci tient plus de la contemplation esthétique que du réemploi d'un jeu vidéo signalé par Arsenault. Donc, tel que déjà évoqué, ce phénomène prendrait forme dans une temporalité qui, contrairement à une projection en salle, ne serait pas prédéterminée. Elle dépendrait plutôt d'un investissement personnel de chaque joueur. Voilà pourquoi j'ai opté pour le terme « événement » plutôt que « moment », car il renvoie une durée changeante qui pourrait tantôt être brève, tantôt s'étirer. On me fera remarquer que certains jeux vidéo, en plus d'ayant le potentiel de voir, auraient plus de potentiel de voir surgir l'événement ludophilique que d'autres. Et à avoir eu plus de temps, j'aurais répondu avec un détour vers Fallout 4, puisque c'est un jeu qui permet d'expérimenter l'espace, encore plus que le temps, puisqu'on peut, bien que le jeu a un récit qui est donné, on peut également décider, comme le dit Samuel Archibald, pourquoi dans un monde où on peut faire n'importe quoi et se déplacer à peu près n'importe comment, est-on obligé d'obéir aux diktats d'un récit qui dirige nos actions et limite sans cesse nos mouvements? Il est bien plus plaisant, selon moi, dans Fallout 4, du moins dans mon expérience du jeu, de m'y promener à ma guise et mon fils que je dois sauver, désolé, fiston, ce sera pour une autre fois. Donc, ma communication ne souhaite qu'offrir que quelques pistes de réflexion aux études vidéoludiques. Le concept d'événement ludophilique mérite d'être analysé en profondeur et d'être remis en cause, voire même d'être contredit. Il m'apparaît cependant comme un mode de lecture complexe qui nous éclaire sur la relation que certains joueurs maintiennent avec le jeu vidéo. By understanding how people play game, écrit Jonathan Corliss, with a consideration of factors including interactivity and emergent authorship, we can begin to look at how people make sense of their world through games, as they do with any other social-cultural media phenomenon. All games are increasingly a feature of culture. En témoignent les nombreux sites et forums où les usagers partagent entre eux des captures d'écran d'éléments de jeux vidéo les ayant épatés, tant d'événements ludophiliques qui, aujourd'hui, sont partagés et discutés au sein de communautés web. L'ampleur du phénomène nous interdit donc de le considérer comme une simple obsession de fans dénuée d'intérêt scientifique. Au contraire, son analyse pourrait, à la manière du moment cinéphilique, selon Abim, nous amener à repenser l'histoire des jeux vidéo en focalisant sur l'expérience intime des joueurs. Ces détails anecdotiques, inexplicables, obstinés, permettent, je crois, de dire autrement l'histoire du cinéma depuis l'intimité de ceux et celles qui en ont été les sujets éblouis et aphasiques. Et donc, c'est un nouvel horizon de recherche et de réflexion qui s'offre à nous, un horizon qui, contrairement à celui que fixe la passagère du Sébastopol, s'avère tourner vers un avenir. Ce sont du moins les réflexions qui me traversent l'esprit lorsque je la contemple une dernière fois. Je prends ensuite la décision de poursuivre ma mission en me dirigeant vers les laboratoires Gemini. Le bruit familier de l'Hélium se fait entendre. Je tente alors de trouver un lieu pour me cacher et le jeu a repris son cours. Merci.